Bonsoir à tous. Heureux de vous accueillir. Et puis nous allons nous exiler un tout petit peu, traverser l'équateur et aller dans l'hémisphère sud pour aller visiter l'Australie. Mais nous allons voir que l'Australie n'a pas toujours occupé la place qui est la sienne aujourd'hui. Et c'est une plaque qui a migré depuis presque le pôle Nord jusqu'au pôle Sud, au cours des temps géologiques. C'est une plaque indépendante qui est fascinante, comme le pays est fascinant également, peut-être un certain nombre d'entre vous le connaissent. Les affleurements sont extraordinaires, il y a des cailloux partout, et des cailloux qui ont, depuis un âge qui s'échelonne depuis 2 milliards d'années, jusqu'à quelques milliers en ce qui concerne les volcans les plus récents. Donc, un éventail de terrains absolument extraordinaire que nous allons visiter ensemble. Alors j'ai mis, vous voyez, une vieille plaque, parce que effectivement, les terrains qui constituent l'ossature de cette plaque sont des terrains qui ont, je vous dis, au moins 2 milliards d'années, ou plus, et elle est en mouvement, parce qu'elle se situe dans l'hémisphère sud, et je vous l'ai dit à diverses reprises, dans cet hémisphère sud, toutes les plaques se déplacent en direction du nord, parce que, à cause des mouvements de convection, c'est-à-dire que les matières chaudes de l'Australie, mais pour que vous ayez une idée un peu plus précise, d'abord, quelques éléments historique, et puis ensuite je vous montrerai l'extension de ce continent, de cette plaque. Alors vous voyez, la superficie c'est 14 fois la France, elle est plus étendue que l'Europe, il y a 22 millions d'habitants, c'est un pays où le niveau de vie est très élevé, le deuxième après la Norvège, très élevé, surtout pas au niveau des aborigènes, mais au niveau de la population colonisatrice de ce pays. Elle a été découverte au XVIIe siècle, mais vous voyez qu'elle a pris son essor essentiellement à partir de la ruée vers l'or, 1850, puis la création d'un Commonwealth avec la Grande-Bretagne, et c'est une fédération maintenant de régions dont la capitale est Canberra. Alors voilà la dimension, voilà une carte qui vous montre la dimension de l'Australie par rapport à l'Europe. Vous voyez que l'Australie s'étend depuis Moscou jusqu'à Madrid, superposée à l'Europe. Autrement dit, la superficie, si l'on considère qu'elle couvre beaucoup de mers au nord ou au sud de l'Europe, vous voyez qu'elle est 1,5 fois plus grande que l'Europe. C'est un grand continent. C'est un continent qui a une longue histoire. Il n'est pas question d'entrer dans le détail ici, mais enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est que cette plaque a toujours été mobile et elle l'est encore aujourd'hui, malgré son âge. Vous voyez, il y a 1 milliard d'années,
où se situait l'Australie, ici. Vous voyez, l'équateur est ici, et se situait près du pôle Nord, à côté de la Chine du Sud. Pendant donc très longtemps, vous voyez, 1,3 milliard à 1,1 milliard d'années, l'Australie a occupé donc une place dans l'hémisphère nord. Et puis ensuite, au cours des temps géologiques, cette plaque a migré progressivement. Voilà, ici, vous voyez, à près de... et dans 100 millions d'années à peu près, vont constituer une nouvelle Pangée autour du pôle Nord. Voilà ce qui est prévu dans les 100 ou 150 prochains millions d'années. Voici une carte des plaques lithosphériques à travers le monde, et vous voyez que l'Australie, c'est un continent ici, mais qui se situe au centre d'une grande plaque, la plaque australienne qui est ici, qui est séparée ici par des zones d'ouverture océanique au niveau de rides. Les rides médio-océaniques, qui sont volcaniques, traduisent la montée de matériaux chauds et l'écartement des plaques. Par contre, au nord, ici, vous voyez que l'Australie est en train d'entrer en contact avec la plaque philippine, ici, et la plaque de Java, ici. Et donc là, il y a une zone de subduction, c'est-à-dire que l'Australie s'enfonce sous la croûte des îles Nouvelles-Hébrides, etc. Et ceci se fait à une vitesse extraordinaire. Vous voyez, 62 mm, c'est-à-dire 6 cm d'eau par an. Ici, vous avez 6 cm, ici 7 cm. Voilà. Autrement dit, à notre échelle, c'est rien du tout, on ne s'en rend pas compte. Mais à l'échelle des temps géologiques, c'est considérable. Et cette notion de déformation de la croûte terrestre en relation avec le temps, et le temps court, d'échelle humaine, nous le verrons encore davantage le mois prochain, lorsque nous étudierons la Nouvelle-Zélande, la géologie de la Nouvelle-Zélande. On verra que là encore, la tectonique, qui se manifeste par des tremblements de terre pratiquement continus, la tectonique est encore beaucoup plus importante ici que dans cette partie nord, ici, au niveau des îles de la Sonde, etc. D'un point de vue de la topographie, alors vous voyez que l'Australie, c'est une méga-bassine, c'est-à-dire que les bords sont relevés, et le centre est plutôt en creux. Donc, les chaînes de montagnes se situent à la périphérie. Elles sont marquées ici en vert. Vous voyez, ça, c'est la chaîne où nous allons aller, c'est les montagnes bleues. Vous voyez ici Sydney, la capitale, également. Mais il y a les chaînes de Darwin et ici les chaînes d'Albany, à l'ouest également. Et la partie centrale, c'est une partie qui est en creux relatif, qui est plane et qui est immense, avec des plateaux, c'est-à-dire que les terrains qui affleurent ici sont des terrains relativement récents, du Jurassique, du Crétacé, récent, c'est-à-dire en gros 100 millions d'années. Et par contre, dans certains endroits ici, vous avez le substrat précambrien qui a jusqu'à 1 milliard d'années
qui ressort à la surface du fait de la déformation de l'ensemble. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, on appelle ça un plateau, mais en fait, vous allez voir, ce sont des entablements qui sont couverts par des dépôts superficiels relativement horizontaux, et par place, il y a des pitons rocheux qui ressortent et qui amènent à la surface des matériaux très anciens. Voilà une carte géologique de l'Australie. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez qu'on retrouve un tout petit peu la structure d'ensemble que j'évoquais tout à l'heure. Ici, on a la cordillère orientale. C'est une cordillère qui ressemble à la chaîne hercynienne de l'Europe, c'est-à-dire que son histoire est paléozoïque, 400, 300, 250 millions d'années. Et on va voir qu'avec le Trias est plat, c'est-à-dire que l'évolution structurale de la chaîne est terminée. Plus de plissement, plus d'érosion, c'est plat, c'est horizontal. Ensuite, vous voyez les autres chaînes ici, à l'ouest également. Vous voyez en vert ici les bassins qui sont relativement récents. Il y a des terrains également un peu plus récents qui sont des terrains hercyniens. Centrale ici, on a un noyau. Voilà où je vous amène. C'est-à-dire les endroits que j'ai visités, c'est pas grand-chose par rapport à l'immensité de ce territoire, mais je vais essayer de vous donner quand même une idée de ce qu'est l'histoire géologique de ce pays à partir de la visite de 5 sites, 1 à 5, c'est-à-dire qu'on va partir des montagnes bleues ici dans la région de Sydney. On va aller dans la partie centrale pour aller visiter en particulier du dôme de Uluru, qui est une montagne sacrée au gré des aborigènes. Puis ensuite, on va monter ici dans un parc national qui s'appelle, je me souviens plus... oui, Kakadu. Où est-ce que vous voyez ça? Bon. Ah ben oui, c'est là. Et puis ensuite, on va aller ici, dans la région de Cairns, jusqu'à la grande barrière de corail. Ici. Voilà ce que je vous propose comme itinéraire, et évidemment, entre les points d'arrêt et d'observation, nous verrons des paysages qui sont là pour vous donner une idée de la géologie de ce vaste continent. Nous commençons notre itinéraire par la baie de Sydney. Vous voyez ici l'opéra de Sydney, le grand pont métallique également, et de très nombreuses îles. Voilà le port de Sydney également, c'est une ville moderne, très moderne. Voilà l'opéra avec son toit en forme de coquille, de coquillage, qui est assez significatif. Et puis, la maison du gouverneur également. N'oublions pas que l'Australie fait partie du Commonwealth. Les Anglais ont été beaucoup plus astucieux que nous. Ils ont créé un Commonwealth avec les anciennes colonies, avec lesquelles ils ont gardé des liens très étroits. Ce que nous n'avons pas su faire, nous. Ou bien nous avons gardé des colonies, ou bien les pays, je n'en citerai aucun, sont partis dans une autre direction. Alors les terrains.
les terrains, je vous ai dit que, ici nous sommes à Sydney, ce sont des grès triasiques. Ces terrains sont horizontaux, vous avez des strates qui sont horizontales et à l'intérieur de ces strates, vous voyez qu'il y a des stratifications obliques, comme ça. Ce sont des matériaux qui se sont déposés en bord de mer au niveau de delta avec des lobes qui se déplaçaient. Cette période du Trias annonce déjà la création de la mer de Tasmanie et avec la séparation de la Nouvelle-Zélande, et cette séparation aura lieu au Crétacé il y a environ 50 à 60 millions d'années. Voilà. Donc là, on est déjà dans un domaine, voilà les stratifications obliques ici de ces grès deltaïques du Trias. On est dans un domaine où la bordure orientale, parce qu'on est sur la bordure orientale de l'Australie, est stable, est relativement stable. C'est-à-dire que après avoir été occupé par une chaîne de montagnes très importante qui a été totalement érodée, eh bien la bordure de l'Australie est stable. C'est la distension qui va entraîner la séparation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande au Crétacé. Donc, les terrains que vous voyez là annoncent cette période. C'est très important. Le rôle de la géologie, c'est ça, c'est d'arriver à retrouver les éléments d'une histoire à partir d'une observation nécessairement fragmentaire, localisée. Mais il y a une logique qui est une logique à l'échelle planétaire. Et alors, à nous, géologues, de la retrouver, cette logique. Voilà des belles stratifications oblique également. Alors, stratification oblique, ça veut dire que les courants qui ont amené les sables sont des courants divagants. On est dans un domaine deltaïque, on est en bordure de mer. Alors, nous montons maintenant, nous allons voir la chaîne de montagnes qui domine la baie de Sydney et qui jalonne la bordure orientale donc du continent australien. Je vous l'ai dit, c'est une chaîne essentiellement hercynienne, c'est-à-dire d'âge paléozoïque 300 à 400 millions d'années, avant le Trias, qui repose à plat dessus. Alors, la voilà cette chaîne. La voici. Et on voit que cette chaîne s'abaisse. Elle est très usée, mais elle s'abaisse par paliers en direction de Sydney et en direction de la mer de Tasmanie. Et cet abaissement traduit justement l'amincissement de la croûte en direction de l'Est, sa fracturation qui annonce la séparation de la Nouvelle-Zélande par rapport à l'Australie. Donc le relief, la topographie souligne bien la dynamique, les mouvements des terrains dans cette direction. Là, on descend par paliers successifs jusqu'à la mer de Tasmanie. Alors voilà une image des montagnes bleues. Alors, ce que vous voyez ici, au sommet, ce sont les grès du Trias. Vous voyez, 230 millions d'années. Et ces grès sont plats, ils sont horizontaux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de tectonique après, il n'y a plus de déformation. La déformation est hercynienne, elle est antérieure, et les grès reposent pépère par-dessus. Alors, les paysages sont absolument superbes. Vous voyez ici ce qui
s'apparente à une discordance. Ici en bas, vous avez les terrains paléozoïques plissés, et dessus, vous avez les terrains du Trias. Et si on regarde les choses de près, hein, on voit qu'il y a des stratifications obliques là-dedans. Voilà une autre image également de ces grès du Trias. Ça rappelle un tout petit peu les Pyrénées. Parce que dans les Pyrénées, le Trias est également post-tectonique. Il est par rapport à la chaîne hercynienne. Il recouvre en discordance et à plat les terrains hercyniens du Paléozoïque, de l'ère primaire. Alors, c'est une région minière. Les mines ont été abandonnées maintenant. Je vous parlerai de l'activité minière en Australie un peu plus loin, puisque c'est un pays qui est très riche en minerais. Il y a une végétation qui est adaptée. Ici, vous avez le Banksia, c'est-à-dire un arbuste, en quelque sorte, avec des fruits que vous voyez ici, et qui ont la caractéristique d'avoir une enveloppe épineuse comme ceci, et puis une graine avec une enveloppe très solide. Ce qui fait que quand il y a un incendie, eh bien, l'enveloppe ici crame, mais la graine reste. Elle est protégée par cette enveloppe. Et cette graine-là, elle a été longtemps utilisée pour l'alimentation des aborigènes. Évidemment, il y a des fougères, vous voyez, une fougère géante, comme ceci. Et il y a des animaux que l'on trouve sur des parcs, en particulier le parc de Feverdale, également. Kangourous, paresseux, etc. Et des oiseaux. Voilà, une histoire géologique sommaire qui associe la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Vous voyez, ici, on est au début du Paléozoïque, ordovicien, silurien, vous voyez, 500 à 380 millions d'années. Alors, on a encore le continent de Gondwana, c'est-à-dire que l'Australie est encore associée, soudée à l'Afrique et à l'Amérique du Sud. Mais vous voyez qu'il y a déjà des mouvements ici de subduction. Zélande, qui est sous la mer, on a du volcanisme en association avec ces déplacements-là. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle un prisme d'accrétion, c'est-à-dire que le fait qu'une plaque s'enfonce sous l'autre, entre les deux, eh bien, il y a des sortes d'écailles qui sont plus ou moins plissées, de croûtes, et on appelle ça des prismes d'accrétion. Et vous voyez que au fil du temps, ici on est dans le Crétacé inférieur, 130 millions d'années, la Nouvelle-Zélande, déjà, c'est un méga prisme d'accrétion qui est tributaire, évidemment, de l'enfoncement ici de la plaque sud-pacifique sous la plaque australienne, encore soudée au Gondwana. Voilà, ici au Crétacé supérieur, 85 millions d'années, vous voyez que la mer de Tasmanie commence à s'ouvrir et la Nouvelle-Zélande file vers l'est. Vous voyez qu'un peu plus tard, 60 millions d'années, la Nouvelle-Zélande a tendance à disparaître totalement et ici on n'en voit plus. Vous voyez, on est à l'Oligocène, c'est-à-dire 40 millions d'années, il n'y a pas de Nouvelle-Zélande du tout, il y a la mer. Et puis ensuite,
du fait de la subduction très importante, cette subduction de la plaque pacifique, qui est une plaque lourde, parce qu'elle est océanique, alors que les plaques terrestres sont plus légères. C'est là qu'il y a les chaînes de montagne. Donc cette plaque sud-pacifique lourde s'enfonce sous la plaque australienne et va donner justement ce grand prisme d'accrétion. Alors là, nous étions dans la cordillère orientale. Nous allons maintenant vers la partie centrale de l'Australie pour aller voir un site qui est mondialement connu, qui est célèbre et qui est une montagne sacrée par les aborigènes. C'est la montagne de l'Uru. Alors là, voilà le mont Uluru, et ici, voilà le Katachuta, le mont Olga. Vous voyez que ce sont des petites patates, en quelque sorte, de terrain très ancien, 800 millions d'années à 1 milliard d'années, très anciens, et qui sont entourés par des terrains résultant de l'érosion de ces terrains anciens, avec des sédiments du Crétacé également. Le Crétacé est conservé là. Vous savez que le Crétacé, notamment le Crétacé supérieur, c'est une période où la mer a été très haute mondialement. Elle recouvrait le Sahara. Autrement dit, quand on nous raconte que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique avec la fonte des glaces, eh bien, nous, géologues, savons qu'au Crétacé, il n'y avait pas un poil de glace dans les pôles nord et sud, et il n'y avait pas d'activité humaine. Par conséquent, oui, les activités humaines jouent un rôle, mais c'est epsilon par rapport à l'évolution de la planète. Alors, je vous amène à Uluru. Alors, vous voyez les terrains en présence. Ce sont des terrains ici qui ont 600 millions d'années, à peu près. 600 millions d'années. Et puis, tout autour, il y a des terrains discordants du Permien, qui ont environ 250-300 millions d'années. Donc ce sont des terrains qui sont très anciens ici. Et voilà, ici la montagne du Luru, et ici la montagne de Katachuta. Ce sont des structures ici qui sont précambriennes, c'est-à-dire avant l'ère primaire, donc des structures très, très anciennes. Et les voici ici. Ça veut dire que, à cette époque-là, l'Australie se situait encore dans l'hémisphère nord. Et il y a eu des chaînes de montagnes qui, aujourd'hui, sont réduites, totalement érodées. Mais l'histoire, elle, est très ancienne. Alors, voilà ici le mont Uluru, et vous voyez, on en fait le tour. Ici, on visite ce secteur-là, et avec interdiction de monter sur la montagne, parce qu'elle est sacrée. Voilà cette montagne. Alors, on voit tout de suite l'ancienneté de cette montagne, parce que les couches qui la constituent sont des couches verticales. Ça veut dire qu'elles ont été bousculées. Et il y a toute une histoire ancienne dont nous n'avons plus trace. Au point de vue de la nature des roches, ce sont, vous voyez, des arkoses, c'est-à-dire des grès très altérés. Des grès très altérés.
La caractéristique de ces paysages ici, c'est que du fait de l'imperméabilité du substrat, il y a une nappe d'eau superficielle partout. Et on va voir que cette nappe d'eau alimente même des lacs éphémères, etc. Mais au niveau de la montagne du Luru, eh bien, cette eau, par capillarité, a détruit les grès sur la partie basse des flancs de la montagne. Et voilà, ici vous voyez la nappe d'eau, ici. Alors ça donne des paysages qui sont très, très caractéristiques. Autre chose également, voilà la montagne du Luru, vous voyez les traits qui correspondent à la verticalité, qui illustrent la verticalité des plaques, des couches. Mais ce que l'on voit, c'est une disposition ici, plus ou moins quadrangulaire, du sol. Et ceci, ça correspond à ce que nous appelons, nous, l'altération avec des sols polygonaux. Des sols polygonaux. Ça veut dire que la nappe d'eau qui est sous le sol, eh bien, lorsque la sécheresse est là, eh bien, l'eau se déplace latéralement et monte à certains endroits. Et du fait d'une pression relative au niveau superficiel, elle monte selon des dispositions losangiques que l'on voit ici. Alors, bon, sur le terrain, ça se voit pas très bien. Vous voyez ici, par exemple en haut, vous voyez qu'il y a une petite bosse. Ici aussi, il y a une petite bosse. Et ces bosses-là sont générées par le déplacement de la nappe et la création de ces sols polygonaux. C'est assez surprenant. Là, nous sommes au Cataciuta. C'est une autre montagne également du précambrien, donc très ancienne, mais les couches qui sont ici ne sont plus des couches verticalisées. Vous voyez elles plongent vers la gauche d'une vingtaine à 30 degrés également. Vous voyez l'érosion. L'érosion est caractéristique. C'est une érosion en boule, dont je vais vous montrer plusieurs exemples. C'est-à-dire que c'est une érosion qui s'est prolongée dans des temps très très longs et qui a été générée par un réseau de failles. L'eau s'infiltre au niveau des failles et puis altère, grignote petit à petit les roches qui sont tout autour et ça donne des reliefs absolument extraordinaires que je vais vous montrer un peu plus loin. Alors voilà, je vous montre cette image de Cataciuta simplement pour vous montrer une magnifique vallée glaciaire. Il y a une vallée glaciaire, une vallée en U, il n'y a pas de ruisseau, donc c'est pas le ruisseau qui l'a érodé. Et par contre, ce sont des glaciers qui ont des millions et des millions d'années, qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà les terrains, toujours ces grès arcosiques ici, avec des espèces de galets que vous voyez ici, avec leurs dimensions. Et là, nous allons maintenant nous déplacer en direction de la chaîne hercynienne, que nous allons voir un peu plus loin. Ici, oui, dans cette région. Alors, je vous montre cette image parce que on a la traduction de la migration de l'eau dans le sous-sol qui alimente des lacs. Ici, vous voyez, en particulier le lac Amédée. Alors, ces lacs sont très particuliers parce que pendant la plus grande partie de l'année, ils sont secs et ils sont occupés par des évaporites, du sel,
un peu à la manière des évaporites du Trias dans nos régions. Mais là, ça a des dimensions absolument extraordinaires. Vous voyez ici, voilà, ça c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau, c'est du sel. Alors voilà, le nom de la ville que je cherchais tout à l'heure. On va aller maintenant dans la région du Kings Canyon et d'Alice Springs pour voir les phénomènes de l'érosion dans des terrains extrêmement anciens. Tout d'abord, nous allons ici au Kings Canyon. Vous voyez ce petit canyon et la rivière est pratiquement sèche. Et puis ce que l'on voit latéralement ici, ce sont, vous voyez ces guirlandes. Ces guirlandes, ce sont des plis qui appartiennent à l'orogénèse hercynienne, 300 à 400 millions d'années. Et évidemment, comme il n'y a pas de végétation, c'est le paradis du géologue. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fossiles. Enfin, on ne peut pas tout avoir. Alors, revenons au Kings Canyon. Le voici d'un peu plus près. Alors, ce que l'on voit ici, c'est une fracturation en blocs losangiques. C'est-à-dire que vous avez des failles qui sont orientées comme ça, de bas en haut, et puis des failles qui sont obliques, ce qui fait que vous avez tout un dispositif, en quelque sorte, en losange, et c'est ce dispositif qui, en présence d'eau, va déterminer le modelé d'érosion, qui est un modelé très très particulier et extraordinaire. Là, nous avons des grès qui sont des grès deltaïques. Alors, ils sont deltaïques parce que vous voyez qu'il y a des stratifications obliques ici, comme ça. C'est comme pour le Trias de la région de Sydney tout à l'heure. Ce sont des épandages littoraux sous des mers très profondes. Mais ça s'est fait dans l'hémisphère nord, ou près de l'équateur de l'époque. Voilà, on commence à voir le modelé d'érosion ici. Vous voyez, la végétation est arbustive. Alors, il y a évidemment beaucoup de fer. Beaucoup de fer, ça veut dire que le niveau de l'eau où se sont effectués, se sont déposés les sédiments était un niveau faible. Les courants d'eau n'ont pas entraîné le fer en direction vers le large. Le fer est resté sur place. Voilà de belles stratifications entrecroisées, c'est absolument superbe. Quand on voit ça dans le paysage, alors ça s'en va dans tous les sens. Alors voilà, ici, on a des rides d'oscillation, c'est-à-dire des rides de courant. Ce sont des courants très faibles, mais sous une faible tranche d'eau. Quelques centimètres d'eau, ce qui fait que les courants se déplacent et entraînent le sable très fin, et ça donne ceci. Et là, on peut très bien se rendre compte que ici, les courants qui ont déterminé la création de ces rides, c'était des courants qui allaient de gauche à droite, parce qu'il y a une dissymétrie dans les rides. Elles sont plus courtes sur le côté droit. Alors voilà un paysage caractéristique justement de ce modelé d'érosion en dôme. Évidemment, ça s'est fait au fil du temps, il a fallu beaucoup de millions d'années, mais ça traduit bien une fracturation d'ensemble. Les conditions d'observation sont évidemment magnifiques, mais encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de fossiles. Voici encore d'autres dômes, ici. C'est très très curieux, très particulier. Et maintenant, nous arrivons
à Alice Springs. C'est une petite ville qui se situe à l'intérieur d'un domaine plissé. C'est la chaîne hercynienne, 300 millions d'années à peu près, qui est conservée là, mais les reliefs sont très modestes. Très très modestes, ça veut dire que ce sont des chaînes vraiment très très vieilles. Vous voyez, localement, on a ici une faille avec le bord qui est à droite, ici, qui est relevé comme ça. Le bord qui est à droite est relevé et le bord à gauche aussi. Ça veut dire que l'ensemble s'est soulevé comme ceci. Là voilà encore cette chaîne de montagnes et voilà Alice Springs, la caractéristique des villes en Australie, c'est leur netteté, leur propreté. Il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse. Et là on voit que les couches ont basculé. Alors, je vous amène maintenant plus au nord, dans la région de Kakadu, et où existe un parc avec des peintures rupestres très caractéristiques. Et les terrains qui sont ici sont des terrains, encore une fois, très anciens. Vous voyez, 1,5 milliard d'années. Les voici vus d'avion. Ici, ces terrains, ils sont fracturés, ils sont émoussés, il n'y a pas de relief aigu. C'est pas en Australie qu'il faut aller pour faire de l'alpinisme sur des 3 ou 4 000 mètres avec des reliefs acérés, etc. Non, c'est une vieille plaque, un vieux continent avec une érosion qui s'échelonne sur des centaines de millions d'années. Alors, l'âge de l'orogénèse qui est là, c'est une orogénèse qui se situe sous le trait vert, ici. C'est-à-dire que dessous, on a une chaîne qui est plus ancienne. Et vous voyez en bas à gauche, ici, vous voyez, elle a près la sédimentation observable sur le terrain, elle a près de 2 milliards d'années. 2 milliards d'années. 1,8 milliard, 1,8 milliard encore, et ici, on a dépôt de nouveau de couches plates, horizontales, vers 1,750 milliard d'années. Mais dessous, on a une chaîne avec des massifs de granit et du volcanisme également. Donc c'est très très ancien tout ça. Et alors après, voilà la succession des terrains que l'on observe dans le parc de Kakadu. Voyez ici la chaîne très ancienne mais qui est plate. Il n'y a pas de tectonique récente, donc c'est plat. Et par-dessus, vous avez les terrains qui sont ici, qui sont des terrains du Crétacé supérieur, la période où l'océan mondial était très haut, et par conséquent, les reliefs sont recouverts également. Et puis ensuite, on a, en relation avec le climat, une érosion plus récente qui donne les reliefs actuels. Mais dans ce secteur-là, vous avez une chaîne de montagnes qui a 1,7 milliard d'années avec des terrains plats. Et il y a dans cette région de Kakadu, il y a un district minier que j'ai souligné ici également et qui est riche en tous ces éléments. Vous voyez, vous avez du zinc, du plomb, de l'argent, de l'or, ici, or, etc. Mais en particulier de l'uranium.
Alors le parc de Kakadu, vous voyez ici la forme du bâtiment, qui est évidemment un grand crocodile, ici. Et c'est là que l'on prend tous les éléments et un guide pour visiter le parc. Les terrains qui sont ici, ce sont des terrains donc très anciens, 1,7 milliard à 800 millions d'années, et ce sont des terrains conglomératiques. Voilà. Mais il n'y a pas un fossile, rien. Et c'est plat. Et il y a des peintures rupestres qui sont célèbres. Et vous voyez, ça représente un homme, ça représente une femme. Voilà d'autres hommes également. Alors, je ne me souviens plus de l'âge précis de ceci, mais ça a, je pense, plusieurs milliers d'années. Voilà une mine d'uranium, ici, voilà, avec le bac pour accueillir les déchets. Voilà un fourmilier, ça aussi c'est caractéristique. Les colonies de fourmis qui arrivent à drainer les matériaux et les remonter à cette altitude. Et évidemment, il y a des aborigènes, mais là, comme dans beaucoup d'endroits, ils ne sont pas, comment dirais-je, en activité. Ils sont salariés de l'État, mais ils vivent de rente, en quelque sorte. Les communications, il n'y a pas de voie de chemin de fer, et par conséquent, vous voyez ce que traîne ce camion. Et pour traverser l'Australie, c'est comme si on traversait l'Europe avec cette chaîne-là. Des parcs, il y en a beaucoup évidemment. Le parc de Kakadu est très touristique. Et nous arrivons maintenant dans la région de Cairns et de la Grande Barrière, que vous voyez ici. La Grande Barrière. Alors, ce terrain-là, c'est une plateforme marine, c'est-à-dire une bordure de continent qui s'abaisse très très progressivement vers la mer. Il n'y a pas un abrupt, ça s'abaisse très progressivement. Et ceci est favorable à l'installation ici de récifs, parce que le substrat est stable. Il y a peu d'eau et une stabilité. Voilà les paysages de bord de mer, ici, dans la région de Cairns. Voilà, des plages désertes. Des grandes fermes, des fermes gigantesques. Et puis, des plans d'eau avec des crocodiles. Alors, vous voyez, ici, le guide donnait au crocodile un morceau de viande et quand le crocodile s'approchait, il soulevait à 1,50 m du plan d'eau le bloc de viande de manière à ce qu'on voit la remontée de la tête du crocodile et à 1,50 m il attrapait le bout de viande. Alors voilà d'autres aspects également de cette région lagunaire très plate également, avec plein d'oiseaux. Vous voyez, ici, il y a une outarde qui couve ses œufs, des crocodiles qui se reposent un peu partout. Vous voyez ici la poule
végétation très particulière, on est près du bord de mer, par conséquent il y a les fougères géantes, mais il y a également d'autres arbres, du granit ici, du granit dans la région de Cairns, avec, vous voyez, un ruisseau qui descend des Blue Mountains, des montagnes orientales. Un basalte qui est ici, dans la région de Cairns. Alors on reconnaît que c'est un basalte, c'est une coulée qui est post-triasique, donc qui est probablement très récente. Et on le reconnaît au fait qu'on a des orgues basaltiques ici, verticales. Vous voyez, les orgues basaltiques se forment par consolidation, solidification d'une lave visqueuse qui est piégée sur place, et à ce moment-là, la répartition des forces fait qu'on crée des prismes verticaux. Ça aussi, c'est magnifique, des lianes qui grimpent à l'assaut des arbres, également pour dessiner des rideaux. Voilà des résineux. Et voilà la grande barrière de corail. Alors, personnellement, j'ai été très déçu par la barrière de corail ou par ce qu'on nous en a montré. Il y a des endroits où sûrement c'est intéressant, mais vous allez voir que nous avons vu du sable et des oiseaux. Alors, voilà la ville de Cairns, et on prend le bateau pour aller à la barrière de corail, ici. Et voilà ce que nous avons vu, c'est-à-dire des îles, une île ici, avec plein d'oiseaux. Mais les plus téméraires, moi je ne suis pas téméraire, les plus téméraires ont mis leur masque et leur pale et sont allés voir ce qu'il y avait un peu plus loin, et en particulier les coraux, qui sont plats, arborescents, etc. Mais même depuis le bateau, on voit toute cette richesse en faune de... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.